Parmi toutes les épreuves de concours mathématiques, une des plus célèbres reste la légendaire épreuve d'entrée spécifique à l'école polytechnique, que l'on appelle Math B. Conçue pour trier la crème de la crème des masochistes du pays, cela fait des décennies entières que cette épreuve traumatise les candidats qui la subissent. Si bien qu'on en parle encore des années après, le plus souvent avec beaucoup d'émotion. Tout comme sa cousine Math D, elle est réputée comme étant quasiment impossible à terminer. Sortir de la salle en ayant vaguement compris le sujet représente déjà une victoire à part entière. Et aujourd'hui, je vous propose d'effectuer une modeste review, et plus si affinité, du sujet qui est tombé il y a une dizaine de jours en étant accompagné d'un polytechnicien. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Pour une fois, j'ai le privilège, pour mon anniversaire, mesdames et messieurs, d'accueillir Grégoire Jeunet sous un tonnerre d'applaudissements. Grégoire, tu peux rentrer dans le champ. Merci de ton délire actuellement. Merci pour ton invitation. Bah merci à toi pour ce jour si spécial dans ma vie. Tu sais que Benjamin m'a fait une blague formidable hier. Je dis quoi? T'as pas entendu? Non. Quand je parle de Benjamin, je fais évidemment référence à l'illustre Benjamin Apra, avec qui j'ai fondé Les Varistes et avec qui je participe à des rendez-vous conjugaux rocambolesques orchestrés par notre sexothérapeute favori, j'ai nommé Mathieu. On partage le même humour douteux et pour l'anecdote, il est de la même promotion que Grégoire, à savoir X 2013. C'était hier soir, il a dit « Il est pas trop tard pour rejoindre le club des 27 ». L'humour de Benjamin finalement. On est fermement unis par les maths, mais pas que. Évidemment, on est unis par un contrat d'exploitation légale, on est unis par Marc Soré. Pour l'anecdote, Marc Soré était mon chargé de TD en analyse complexe pendant mon M1 à Tours, et il se trouve que Grégoire Jeunet a eu une histoire d'amour avec la fille de Marc Soré. Comme quoi, le monde est véritablement petit, on était littéralement à une poignée de main sans le savoir. Et tout un tas de choses formidables, on va pas décrire tous nos liens ici, un petit peu de pudeur quand même. Instant, anecdote, il y a un an, à Epsilon Pré, on était en séminaire à Nîmes, j'ai accompagné pour aller courir, et tu m'as mis un tunnel sur le théorème de Baire et ses conséquences. Ensuite, tu m'as fait une énigme avec des nains et on a harcelé littéralement toute l'équipe avec ça. L'énigme, c'était... Ouais, c'est pertinent d'en parler, je pense. C'est une belle énigme. C'est une belle énigme pour vous qui êtes chez vous, accessible à un enfant de... Quel âge? Alors, moi, je l'ai expliqué à mon petit frère, je pense, quand il avait 7 ans, mais j'ai mis sous le tapis l'axiome du choix à ce moment-là. Très bien. Indice, axiome du choix. Deuxième indice, les nains peuvent être sourds, ça ne change rien. Vous avez un sorcier qui kidnappe une infinité de nains, qui les place sur un escalier et qui leur met des chapeaux, soit blancs, soit noirs. On va dire qu'on identifie ça à N. Vous avez une suite de nains, infini, et ils portent soit un chapeau blanc, soit un chapeau noir. Donc c'est binaire. Le but, c'est qu'ils mettent en œuvre une stratégie pour deviner quelle est la couleur de leur chapeau. Ils ont le droit de dire seulement blanc ou noir. Ils voient seulement l'infinité de chapeaux qu'il y a devant eux, et pas ce qu'il y a derrière, et pas leur chapeau, évidemment. Et leur but, c'est de mettre en place une stratégie pour sauver tout le monde, sauf éventuellement un nombre fini de nains. Avant de se mettre sur les marches, les nains peuvent se mettre d'accord sur une stratégie. Et ensuite, une fois que les nains sont mis sur les marches, si le nain est sur la marche numéro K, il sait qu'il est sur la marche numéro K. Alors je pense que t'es un peu ambitieux quand tu dis qu'on peut le faire à un enfant de 10-12 ans, parce que, rappelle-toi, on l'a expliqué à la moitié, enfin, en fait, l'intégralité de l'équipe. Alors, on ne peut pas l'expliquer à n'importe quel enfant de 10-12 ans. Oui, ok. Il existe un enfant de 10-12 ans qui... Il existe à peu près tous les ans un enfant de 10-12 ans qui a une médaille aux Olympiades internationales. à qui on peut éventuellement expliquer le problème. C'est comme la théorie de la mesure que tu veux mettre en B1, éventuellement, à un moment donné. Ah, pour moi, c'est beaucoup plus accessible que la théorie de la mesure. Ah, tu trouves? Ah ouais, non, je trouve ça complètement naturel de mesurer des objets, alors que considérer une infinité de nains et des classes d'équivalence. En fait, une classe d'équivalence, c'est compliqué uniquement quand tu mets le mot dessus, mais si tu mets pas le mot, c'est un truc... Oui. Genre, on va mettre les rouges là, les verts là et les bleus là. Vu comme ça, ok. Ma perception de la théorie de la mesure est beaucoup liée au gars qui m'a appris la théorie de la mesure, qui s'appelle Frank Paccard, et qui ne rend rien accessible, en fait. Ok, très bien. C'est le cours d'introduction à l'X, le cours de Frank Paccard, enfin à l'époque en tout cas, et je pense qu'il a comme objectif, je sais pas si c'est son objectif avoué ou pas, mais en tout cas, les élèves qui rentrent à l'X sont plutôt des élèves qui aiment les maths, et les élèves qui sortent de l'X sont des élèves qui vont faire du conseil et de la finance. Et je pense que le passage entre les deux, c'est Frank Paccard. Qui fait comprendre à 70% de la promo qu'en fait ils sont pas faits pour faire des maths. Ok. Bah c'est bien, ça me permet de rebondir parce que effectivement, il y a 13 ans exactement, t'as planché sur les épreuves de l'X et puis t'as été admis à l'X. C'est le miracle. Bah t'as été généreusement admis, t'as eu un très bon matricule. Malgré maths B, justement. Malgré maths B. Alors justement, en parlant de maths B 2013, j'ai juste là le sujet, histoire de te rappeler quelques bons souvenirs. Est-ce que tu as des souvenirs de toi qui compose maths B, les difficultés que t'ont posé le sujet, etc. Oui, très bien. Parce que c'est probablement le sujet de l'X qui m'a le plus traumatisé. À la fois des sujets de l'X que j'ai dû faire pour mon année, mais des sujets de l'X que j'avais fait pour me préparer. Bon, à part des sujets des années 80 qui étaient parfois absurdes, mais sur tous les sujets des années récentes, je pense que celui-ci est celui qui m'a le plus traumatisé. Et donc c'est l'épreuve dont je me souviens le mieux de toutes les épreuves que j'ai fait au concours. Parce que c'est vraiment celle où j'ai rien compris à ce qui se passait. Je sais pas exactement te dire pourquoi, à part que quand on vous définit une fonction, faites un dessin. Je pense que si j'avais fait le dessin, toute la cohérence du sujet devient beaucoup plus évidente. Mais j'avais pas fait le dessin et je l'avais vraiment approché
comme une épreuve de centrale. Donc genre, je pose des trucs et je calcule. Je pense que c'était pas la bonne approche. Donc ouais, je me souviens très bien de ce sujet, assez traumatisant, mais qui en fait essaye de faire un truc qui est assez simple, c'est-à-dire d'approcher les fonctions en faisant des sommes de petits triangles, un peu l'ancêtre des ondelettes ou de Fourier ou tout ça, quoi. Enfin, approximation uniforme de fonctions continues. Ce qui en fait est un truc assez simple, même si je sais que ce qui est epsilon delta, on n'a pas le même avis sur à quel point c'est pas ma passion absolue. Est intuitif ou pas. En fait, c'est un peu de l'art plastique, quoi. Là, tu prends une fonction, tu la découpes un petit peu avec tes ciseaux. Ouais. En petits triangles, et puis tu recolles les petits triangles, et puis tu refais la fonction, quoi. Ouais, je trouve pas un charme absolu dans ce genre de choses. Typiquement, il y a des résultats de convergence uniforme que je trouve très beaux. Tu prends le théorème de Weierstrass, approche toute fonction de manière uniforme par des polynômes, fonction continue définie sur un segment. Je suis d'accord avec toi, c'est aride. C'est probablement pour ça d'ailleurs que j'ai pas aimé le sujet. Et c'est pour ça que je me suis dit c'est un sujet de centralien. Weierstrass, qui d'ailleurs est étudié dans le nouveau sujet de Math B, si je ne m'abuse. T'as regardé partiellement le sujet? J'ai regardé partiellement le sujet. Weierstrass, qui n'est que le deuxième meilleur théorème de Weierstrass, puisque le meilleur théorème de Weierstrass est celui de Bolzano-Weierstrass. Dans tous les cas, je suis pas un grand féru d'analyse comme tu le sais, mais je peux comprendre. J'ai discuté un petit peu avec Benjamin du sujet X 2013. Ouais. Il m'a dit que il était arrivé jusqu'à la question 11 sur les 19 qu'il y a et qu'il avait eu 16. Première chose importante à noter, c'est qu'il n'est pas nécessaire de traiter l'intégralité d'un sujet pour avoir une bonne note dans ce genre d'épreuve. Ici, sont valorisées plein de belles vertus telles que précision, concision, etc. Et même pour aller plus loin, il n'est pas nécessaire de comprendre un sujet pour intégrer l'X. N'ayant pas compris ce sujet et ayant fait uniquement les questions où je grattais les points, j'ai eu de mémoire un truc genre 9,6 et ça m'a pas empêché d'intégrer l'X. J'ai pas été admissible de beaucoup. Je me souviens plus exactement des seuils d'admissibilité, etc. Mais ouais, je pense à cause de cette épreuve, parce que j'avais eu plutôt des bons résultats au reste. Mais ça veut dire que t'as brillé aux oraux ensuite? J'étais plutôt à l'aise aux oraux, notamment de maths, où j'ai eu, je pense, 20 et 19. Et les oraux ayant des coefficients beaucoup plus lourds que les écrits, en fait, ça compense beaucoup. C'est-à-dire que à cause de ça, à cause des fonctions en triangle, t'es passé à ça de la 5,5. Ouais, alors 5,5, je sais pas si je me serais imposé ça. Je pense que j'aurais été aux mines. Belle école. Fun fact, j'ai pas passé Centrale en revanche. Moins belle école. J'ai rien contre Centrale. Juste, je pense que chaque école a une ADN, en fait, assez forte, qui se ressent d'ailleurs dans les épreuves de concours. Et moi, j'aimais bien les épreuves de l'X, j'aimais bien les épreuves des mines. J'aimais pas les épreuves de Centrale, que je trouve très calculatoires et très longues. C'est pas un kiff pour moi de dérouler des pages de calcul. J'aime bien les beaux résultats intuitifs où il y a un petit peu de gymnastique à faire pour sortir un truc intéressant. Je trouvais pas beaucoup ça dans les épreuves de Centrale et donc je me disais que je trouverais pas beaucoup ça à l'école de Centrale. Peut-être un raccourci. Mais... Et donc je voulais d'abord l'X, ensuite les mines, et puis mon troisième choix c'était l'ENSAE, qui est assez loin dans le concours d'entrée des mines. Et donc je me disais que c'était quand même probable que j'ai l'ENSAE. Enfin, si j'avais pas l'ENSAE, j'aurais pas eu Centrale non plus. En plus, c'est un autre concours. Il se trouve qu'il fait beau en mai. Il se trouve qu'après le concours de l'X et des mines, je suis parti à la plage et que j'aurais dû revenir prendre un train pour Paris pour passer Centrale. Ok, ouais. Et ça n'a pas passé le cut. Donc toi, t'es finalement un rescapé. Ça fait combien de temps que t'es diplômé? Ça fait 8 ans maintenant que t'es diplômé de Polytechnique? Ça fait maintenant 8 ans, exactement. Et je peux le prouver. Regardez comme il est beau. Remise des diplômes. Voilà, diplôme. Voilà. Donc maintenant, je vais m'humilier sur le sujet de Math B de cette année. Mais cette humiliation, quelque part, sera juste une preuve. On régresse vite. Éventuellement, peut-être que tu peux décrire un petit peu ton parcours. Mon parcours mathématique. Ouais, évidemment. Bien sûr. J'ai eu la chance d'être dans une primaire où l'école inscrivait à peu près tout le monde au concours kangourou. Donc dès le CP, j'ai dû commencer à faire le concours kangourou et j'aimais bien ça. J'étais bon sans être exceptionnel. J'étais dans le top 3, 5, je sais pas de ma classe, mais de primaire, tu vois, ça veut rien dire. Et j'étais pas premier. Et donc voilà, donc je faisais un peu le concours kangourou tous les ans. Au collège, mes parents ont déménagé au Luxembourg et donc il y avait plus trop d'histoires de concours kangourou. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur une professeure de maths exceptionnelle. Et je profite de ce moment pour la remercier. Elle s'appelle Madame Colette. Je pense qu'elle a fait naître des vocations chez beaucoup de ses élèves. Elle est toujours enseignante, toujours dans le même collège-lycée. Excellent. Et cette prof a décelé en moi un potentiel apparemment et a décidé de me coacher pour les concours, les épreuves de maths. Les Olympiades belges. Le Luxembourg fait les épreuves avec la Belgique. Et donc j'ai passé les Olympiades belges en 6e, 5e, 4e. Et en 4e, j'ai été sélectionné pour la finale. Donc les épreuves éliminatoires et demi-finales, c'est 30 questions, QCM, un peu type concours kangourou. Et la finale, là, c'est complètement un nouveau type d'épreuve, c'est 4 heures, 4 questions. Donc ça se rapproche beaucoup plus des Olympiades internationales ou de ce genre d'épreuves. Sachant qu'en 4e, 4 heures, 4 questions, si tu veux, t'as pas l'habitude. Et par ailleurs, 4 questions, ce qui veut dire qu'une question, faut gratter une page ou 2 ou 3 pour y répondre. Et donc là, je suis parti en stage d'entraînement avec mon père en Afrique du Sud. On a bouffé les annales des 10 dernières années, qui pour moi était impossible. J'avais résolu absolument aucune question pendant tout notre séjour en Afrique du Sud. Et pour lui, c'était pas très compliqué parce que ça reste des sujets de 4e. Et donc il éclatait tout et il comprenait pas pourquoi je comprenais rien. Et le jour de la finale, je fais la question 1, puis je fais la question 2, je fais la question 3. J'arrive pas à faire la question 4. J'étais plutôt content. Avant ça, j'avais jamais fait une question. Je rentre à la maison, je dis à mes parents, là, j'ai fait la question 1, 2, 3, mais pas la 4. Ils me disent, bah, c'est pas grave, tant pis. Enfin, c'était bien, tu t'as bien essayé, quoi. Vient le jour de la remise des prix. Puis là, ils font 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, 5e. Bah, enfin, je suis pas là. On me dit, ok, c'est foutu, quoi. Enfin, c'est pas grave. Et en fait, premier, et en fait, j'ai gagné. Sur 13 000 candidats, enfin, tout le Luxembourg et la Belgique. Alors, c'est de petits pays, mais bon, ça reste des pays. Et donc, j'ai gagné les Olympiades belges. Et pour moi, c'était un peu le moment du déclic. Genre, ouais, je suis bon en maths, comme un élève est bon en maths. Ah, en fait, ouais, j'ai vraiment des dispositions parce que j'ai gagné sur 13 000 personnes, quoi. Et donc, après ça, j'ai été
mis dans un espèce de centre d'entraînement pour l'équipe belge et luxembourgeoise où il y avait quelques week-ends par an dans l'objectif de se préparer pour les Olympiades internationales. Et donc en seconde, ensuite j'ai été aux Olympiades internationales, en première et en terminale. J'ai eu 2 mentions honorables puis une médaille de bronze. Aux Olympiades, je traînais pas mal avec l'équipe de France aussi, même si moi j'étais dans l'équipe du Luxembourg parce que je suis français. Et notamment qui était coaché par Claude Deschamps à l'époque. Ok, la légende. Ouais. Exactement. Professeur illustre des mathématiques en France et notamment de Louis-le-Grand. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'orienter vers une prépa à Louis-le-Grand. Aussi, toute l'équipe de maths de France va tous les ans à Louis-le-Grand. Enfin, pratiquement toute l'équipe. Petite aparté, mais dans mon année, il y a une exception qui s'appelle Antoine Michon, qui a fait 1 point de plus que moi à l'international. Il me le rappelle toute ma vie. Et qui a décidé de rester à Lyon parce qu'il est lyonnais au Lazariste et qui a tout éclaté puisqu'il a majoré Ulm, l'X, Centrale, l'ENS Cachan, les mines. Et il a fait 2e à Lyon, petit échec. Il a décidé d'aller à l'X, il est sorti major de l'X. Bon, enfin bref, je vous passe les détails. Ah, mais c'est énorme. Ouais, Okay. Il monte une boîte exceptionnelle maintenant. Mais il y a eu son EVG récemment et il a pas su redémontrer Bolzano-Weierstrass. Donc, si je m'humilie ce soir, sachez que le major de ma promo s'est aussi récemment humilié en ne démontrant pas un théorème fondamental de prépa. Et donc, voilà, Louis-le-Grand. 2 années formidables à Louis-le-Grand. J'ai vraiment adoré ma prépa. T'as eu des profs, t'as vu un peu des ovnis Ouais, il y avait des gars hyper forts. Dans ma promo, c'est marrant parce que le gars le plus fort, enfin, qui finalement s'est révélé être le plus fort, il était en sup avec moi et en spé avec moi. Il n'est pas d'un lycée particulièrement prestigieux. Il avait pas fait de concours ou autre. Il était pas particulièrement prêt ou entraîné à arriver en prépa. Donc en fait, arrivé en sup, en début de sup, il se faisait éclater comme tous les gens pas particulièrement préparés. Là où les gens qui avaient fait les Olympiades ou autres en début de prépa, ils ont quand même un bagage qui est plus élevé. Et donc ils arrivent à dépasser la moyenne dès les premières épreuves. Lui, il était vraiment assez éclaté. Et toute la sup, il est monté en puissance. Tout l'aspect, il a continué à monter en puissance. Et finalement, il est rentré dans les premiers à Ulm. Et puis une fois à Ulm, il a complètement éclaté tout le monde. Genre, c'est-à-dire que sur des épreuves où la moyenne était de 5 et personne dépassait 10, lui, il avait 19, quoi. Wow. Donc, lui, voilà, vraiment un ovni. Mais ça s'est traduit un peu plus tard dans son parcours, et donc je l'ai un peu moins connu, moi. Mais par contre, la promo avant moi, il y a un gars dont tout le monde a toujours parlé comme, notamment mon prof de maths qui s'appelle Bernard Randet, qui était un prof de maths aussi assez illustre, qui a repris la classe de Claude Deschamps. Il racontait que c'était de loin le meilleur élève qu'il a eu de tous les temps, sachant qu'il a eu des futurs médailles Fields ou autres dans sa classe, quoi. C'est énorme. Ce mec s'appelle Quentin Guignard. Et pour te donner juste un exemple, pour préparer les concours, il y a un truc qu'il faut faire qui s'appelle le TIPE. Dans son TIPE, il a redémontré le théorème dont le nom échappe, qui dit qu'il y a des suites arithmétiques aussi longues que tu veux de nombres premiers. Dirichlet. Voilà. Il a redémontré le théorème de Dirichlet avec une preuve originale plus courte que tout ce qui existait. Ah ouais, plus court que la preuve de Serre qui est super. Ok, bah c'est exceptionnel. Projet de prépa, quoi. Tu vois, ses colleurs tremblaient un peu des jambes quand il allait lui faire des cols. Surtout qu'ils étaient dans un groupe de colle, ils étaient 3. Ils ont fini 1er, 3e et 5e à Ulm. Okay. Oh la vache. Quand t'étais colleur et que t'arrivais dans un groupe de colle, apparemment c'était un peu compliqué. Et donc tu gardais un peu sous le bras des sujets non démontrés de revues que t'avais lus récemment. Ah oui, genre la RMS, tout ça. Voilà. Ok. Souvent alors balancer quelques sujets non démontrés qui de temps en temps se retrouvaient démontrés pendant la colle, quoi. Donc Quentin, je l'ai pas beaucoup côtoyé parce que il était une année au-dessus de moi à Louis-le-Grand, puis après à Normal. Donc après l'X, moi je me suis orienté vers je fais le master Caroui, donc de maths financière, et j'ai décidé d'aller travailler chez Jane Street, qui est un fonds de trading algorithmique qui a été monté par le coach de maths de l'équipe des US, qui s'appelle Chandor Leoski, qui a écrit un bouquin archi connu qui s'appelle The Art of Solving Problems. Ah bah oui, Voilà. ok, ouais. Et toute la boîte est montée autour de cette culture, quoi. Une proportion significative des gens qui font les Olympiades de maths pour les US finissent par aller bosser dans cette boîte ou au moins vont faire un stage dans cette boîte. Et là-bas, j'ai bossé avec des gars. J'avais fait un stage avant d'aller bosser là-bas en CDI et mon co-stagiaire là-bas, j'ai Kelvin Deng, qui était élève à Harvard, à genre une médaille d'argent et 5 médailles d'or aux IMO. Je sais plus, il était à l'époque 8e dans le Hall of Fame des IMO, quoi. Ok. Oh, Genre, le mec, oh la star. il est juste une brute. Ouais. Genre, on était assis à côté en stage, péniblement. Parfois, je faisais des trucs qui me paraissaient intelligents, tu sais, et de temps en temps, il avait la gentillesse de regarder ce que je faisais. Ou de me poser des questions. Pierre, parfois, il me posait des questions sur ses réflexions, tu vois. Il me disait, ah, je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? J'étais en mode, oui. T'as une street qui sont d'ailleurs réputées pour donner des questions d'interview qui sont proches des questions de certaines IMO, des questions type proba, dénombrement, qui sont assez ardues. Je vous en mets quelques-unes là à l'écran maintenant. Alors, ils font des questions ardues. Moi, ce que j'ai aimé dans cette boîte aussi, c'est un mix de questions ardues et de questions simples. Et ils veulent recruter des gens qui vont être bons sur les questions simples et qui n'auront pas peur des questions ardues. Je pense pas qu'il y a besoin de résoudre beaucoup de questions ardues pour rentrer à Jane Street. Il y a besoin de pas avoir peur et puis de dire des choses intelligentes, pas forcément de les résoudre surtout en entretien, à l'oral, etc. Par contre, il faut être bon sur les questions simples. Et une question simple, pour vous donner un exemple que très peu de gens arrivent à résoudre correctement, c'est je lance 2 dés, sachant qu'il y a au moins un 6 sur un des 2 dés. Quelle est la probabilité qu'il y ait 2 6? C'est une question très simple. Et je l'ai eu, moi, quand j'avais passé mes entretiens à Jane Street, je l'avais résolu en comptant sur mes doigts. Mais beaucoup de mes camarades de ligue sont aussi candidatés à Jane Street. Et depuis, j'ai posé cette question à beaucoup d'amis, pareil, qui ont fait des prépas et des très grandes écoles, etc. Et il y a un nombre surprenant de personnes qui n'arrivent pas à la résoudre de façon rapide et simple. Et qui, évidemment, sortent 1 sur 6, ce n'est pas 1 sur 6. Voilà, et je pense que c'était un peu la fin de mon parcours en maths. Polytechnique, El Caroui, Jane Street. Et là, j'ai vu Kelvin Deng. Je me suis dit, les maths, c'est pas fait pour moi.
Je ne me distinguerai jamais dans cette matière. C'est fou qu'il ait pas fait de la recherche d'ailleurs. Je crois qu'il fait la recherche. Il était en stage avec moi chez Jane Street. Moi, j'y suis retourné travailler un an après. Et lui, il n'est pas revenu tout de suite. Il a plutôt continué sa thèse. Et je sais pas si après sa thèse, où il bosse maintenant. Mais bon, enfin après, il y avait d'autres gars un peu du même style qui bossaient là-bas. C'est une boîte où le job se rapproche beaucoup de la recherche. C'est très stimulant pour ce genre de profil. T'as beaucoup de données, t'as des règles du jeu qui sont très bien définies. Ensuite, tu fais des choses qui te paraissent intelligentes, tu les mets en production. Et puis en fait, le marché est un arbitre hyper juste, en tout cas hyper clair, te montre tous les jours si ce que tu as fait gagne de l'argent ou perd de l'argent, quoi. C'est hyper stimulant parce qu'en fait, tu confrontes ta capacité à réfléchir et à inventer des choses complexes contre le reste des gens très intelligents qui font ça dans ce même jeu, quoi. Et d'ailleurs, la culture chez Jane Street, c'est genre tu trades jusqu'à 16h et puis après les marchés ferment aux US, t'as à peu près une demi-heure de back-office à faire. Puis à 16h30, les gens jouent aux échecs, au poker. C'est vraiment même vibe que échecs et poker. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis parti. C'est parce que, en fait, être trader professionnel, en tout cas en trader algorithmique, pour moi, c'est un métier qui se rapproche un peu du métier de joueur d'échecs professionnel ou de joueur de poker professionnel. C'est-à-dire que c'est un métier où ton rôle, c'est de devenir le meilleur du monde sur un sujet de pointe hyper précis, une sorte de jeu, quoi. Et moi, j'ai plutôt une personnalité à faire des trucs de généraliste. J'aime bien découvrir de nouveaux trucs. Donc, j'ai adoré découvrir Jane Street, découvrir les marchés, le trading algorithmique, etc. Mais au bout d'un an et demi à faire ça, je me suis dit, bah voilà, maintenant, je vais pas faire ça encore pendant 20 ans, quoi. J'aurais pu aller plus loin. J'avais encore plein de marge de progression, hein. Mais je me voyais pas aller plus loin. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de la recherche en maths. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais compris le programme de prépa, fait pas mal d'épreuves de l'IX et fait les cours sympas de Polytechnique, de théorie de Galois ou autre, en mode ok, c'est intéressant, mais maintenant je me vois pas aller sur un sujet hyper niche, hyper pointu et passer les 10 prochaines années de ma vie à pousser ça. Non pas que c'est pas bien, il faut le faire et je remercie les chercheurs qui font ça tous les jours et qui permettent à la société de s'améliorer et à nos conditions de vie de s'améliorer sur le temps long. Juste, c'est pas ma personnalité. T'avais des ambitions bien différentes. J'avais des ambitions, surtout des envies bien différentes. J'avais envie de découvrir plein de trucs, quoi. J'ai démissionné de Jane Street, je suis rentré à Paris où j'ai monté une startup. Neos, ouais. Une startup dans le paiement mobile. C'est une application qui permet d'acheter des produits en magasin sans passer en caisse. Tu prends ton téléphone, tu scannes les codes barres, tu payes et tu pars. Typiquement, idée d'élèves qui sortent d'école d'Angers qui se dit super, j'ai monté une startup. C'est vraiment parce que t'as pas besoin de comprendre le monde et les entreprises pour faire ça. C'est vraiment un problème de tous les jours. Oh mon Dieu, il y a des gens qui attendent en caisse, mais si j'arrivais à les faire éviter la caisse, quoi. C'était plutôt un bon produit dans le sens où la tech marchait bien et les gens qui l'utilisaient étaient contents de l'utiliser. C'était un très mauvais business parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui sont intéressés pour utiliser ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu vas en magasin, il y a personne en caisse, donc tu passes en caisse. Et puis après, effectivement, 2 heures par jour, c'est les heures de pointe et donc là, tu peux utiliser ça pour éviter la caisse, quoi. Mais donc on avait une utilité, disons, marginale. Et quand t'as une utilité marginale, normalement, t'as un business qui est marginal aussi. Et être entrepreneur à la tête d'un business marginal, c'est pas très fun parce que t'as des salaires à payer. Et si tu gagnes pas assez d'argent pour payer les salaires, la boîte a peu de perspective. On a de la chance parce que plutôt que de la fermer, on a réussi à se faire racheter par la BNP, principalement pour la tech qu'on avait développée. Mais j'avais bien aimé le côté entrepreneurial, tu vois. Là, pour le coup, je me suis vraiment tourné à un endroit où je me suis dit, ok, j'aime bien le fait d'être à la tête d'un projet et de toucher à plein de choses, à la fois de la tech, des ressources humaines, du marketing, construire une marque, parler à des clients, gérer la finance de la boîte. Et donc, je me suis dit, je vais refaire l'entrepreneuriat. J'ai fait un autre job entre Neos et maintenant Albert School pour un peu mieux comprendre ce que c'est qu'une entreprise. J'ai fait ça pendant 2 ans, mais assez vite, je suis parti pour monter Albert School. Et voilà. Ça fait 5 ans que t'as monté Albert School. Finalement. Ça fait bientôt 5 ans, ouais. Là, ça fait 4 ans et demi que j'ai monté Albert School et surtout, ça fait 2 ans que tu nous as rejoints. Ça fait 2 ans que je vous ai rejoint, ouais. Bientôt. On compte Albert School en année après Excel. On est en l'an 2 d'Albert School. J'ai monté l'école en l'an -2. Et voilà pour mon humble parcours, quoi. Bon, après, j'ai 32 ans, donc j'espère que c'est que le début. T'es à 2 puissance 6, j'espère que t'auras 2 puissance 7, voire 2 puissance 8 ans si on fait quelques percées phénoménales. D'ailleurs, marrant parce que chez Jane Street, un truc qui était cultivé de façon presque religieuse, c'était l'humilité épistémologique. Dans le trading, il est très important d'être humble parce que si tu penses un truc et que le marché pense un autre truc, le marché a raison et toi t'as tort. Et donc si tu le penses trop longtemps, tu deviens cardiel. Et c'est pas bon pour le fond. Vraiment, c'était le truc le plus important dans leur culture, c'était de t'apprendre très vite que si toi tu penses A et qu'un autre gars pense B, la bonne réponse, c'est probablement A plus B sur 2. Si toi, tu penses A et qu'un autre gars chez Jane Street qui a 3 ans de plus d'expérience que toi pense B, la bonne réponse, c'était probablement plus proche de B que A. Si toi, tu penses A et que le marché pense B, la réponse, c'est B. Okay. Enfin, j'adore ça, j'adore cette approche. Je pense que ça permet de progresser hyper vite parce que tu te remets tout le temps en question par rapport à ce que les autres pensent, etc. Et ça, j'ai dû beaucoup le désapprendre quand j'ai monté Albert. Okay. En fait, si tu veux être entrepreneur, les choses ne se passent que si tu as une conviction forte, qui est probablement à l'opposé de beaucoup de ce que de gens pensent est faisable, et que toi, tu vas dire que c'est faisable, même si tout le monde te dit que c'est pas faisable, et qu'en fait, du coup, tu vas embarquer des gens dans une histoire. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce switch de Jane Street à la vie d'entrepreneur. Et donc, dans les trucs complètement pas humbles qu'on dit qu'on espère qu'on réalisera un jour et on verra bien et on sait que c'est ambitieux, une des ambitions pour Albert School, c'est d'en faire une sorte de Stanford européen, dans le sens où on veut être l'école qui incarne l'innovation, l'entrepreneuriat, la tech, les startups, enfin, un peu l'école qui invente le monde de demain. Et pourquoi je raconte ça? Je raconte ça parce qu'hier, il y a un élève qui m'a demandé en entretien, j'ai souvent entendu que vous vouliez devenir le Stanford européen. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, selon vous, pour devenir le Stanford européen? Et je lui ai dit, il manque encore
encore à peu près 150 ans ou 200 ans. Mais peut-être qu'on peut aller plus vite que Stanford a été parce que j'en sais rien, le monde bouge plus vite, quoi. Peut-être qu'il manquera que 20 ans si on est très très fort et qu'on a beaucoup de chance. Et je raconte tout ça parce que je disais que j'avais 32 ans et que du coup, on veut devenir Stanford et heureusement, il me reste encore 20, 30, 40 ans de carrière pour essayer d'arriver là. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire des épreuves de maths à l'entrée qui ressembleront à maths B. Même si je pense pas que ce soit le projet non plus. C'est pas trop le projet parce qu'on n'a pas comme ambition de venir remplacer ou concurrencer les écoles d'ingénieurs qu'on a en France. Ouais. Qui, je pense, sont formidables. Allez faire des écoles d'ingénieurs, on a besoin de plus d'écoles d'ingénieurs. Allez surtout faire des écoles d'ingénieurs si vous avez prévu de devenir ingénieur. N'allez pas faire des écoles d'ingénieurs si vous voulez faire du conseil chez McKinsey ou de la finance chez Jane Street. Non pas qu'ils vous prendront pas si vous avez fait ça, au contraire, ils vous prendront, ils adorent les ingénieurs, mais il vous a peut-être pas échappé que la France a besoin de plus d'ingénieurs. Et pour qu'on ait ces ingénieurs qui fassent ça, il faut que les élèves en école d'ingénieurs aillent faire ça. Donc ne prenez pas leur place si vous voulez faire de la finance ou du conseil. Complètement. Voilà. Écoute, merci pour ce parcours très détaillé, riche en anecdotes. Il est temps. Aïe. L'autopsie du sujet. J'arrête avec le champ lexical de la mort parce que ça va commencer à devenir gênant. C'est un sujet que tu pourras comparer au sujet de 2013. Je pense que le rédacteur a changé entre temps. Vous pouvez le constater. Maths B 2026. C'est le moment où, après avoir fait croire aux gens que j'avais un background mathématique théorique à peu près solide, on va leur prouver qu'en fait, non. Écoute, je te laisse te replonger dans le sujet délicatement. Moi, ça va me permettre de parler un petit peu aux gens derrière la caméra qui sont dans leur lit, dans le métro ou je ne sais où, du sujet parce que il a fait scandale un petit peu le sujet, figure-toi. Ah oui. Il a fait scandale parce que on les a insultés de faire du recyclage. De Centrale. De Centrale, exactement. J'ai vu passer ça. Parce que, comme tu peux le voir, le sujet de Centrale, là, et c'est par endroit le même sujet, sauf que, au lieu de faire 17 questions, ils en font 43. Quoi. Alors j'ai vu une analyse d'un gars sur YouTube qui dit que, de toute façon, les élèves qui préparent l'X ne font pas les annales de Centrale. Ce qui me paraît absurde. Hein. Enfin voilà, on leur a dit qu'ils faisaient du recyclage. D'ailleurs, c'est pas le pire sujet. Je crois qu'ils ont été vraiment insultés sur le sujet de SI. Et comme toi, t'as fait option SI. Enfin, moi, je pense que c'est essentiellement des râleurs. Donc le sujet commence par les préliminaires, qui est d'habitude ta partie préférée. Toi, t'es bien dans la DA de la chaîne, j'aime bien. Ah, je m'adapte. Le modeste but du sujet, c'est de démontrer un résultat qui est quand même assez formidable, assez magique. C'est un sujet qui a le don de relier algèbre linéaire, analyse, proba. C'est pas tous les sujets, honnêtement. Comme on l'a vu pour X 2013, c'est un bloc de 4 heures d'analyse pure. Ici, c'est pas le cas. Le but, c'est de démontrer un résultat qui date d'il y a, je pense, une 70 d'années, qui dit, en gros, que si vous prenez une matrice symétrique suffisamment grande, de taille n, avec n arbitrairement grand, vous la blindez de variables aléatoires centrées, de variance comparable à 1 sur n, indépendantes, identiquement distribuées, etc. Et que vous regardez la répartition des valeurs propres, et ça suit de manière assez admirable ce qu'on appelle la loi du demi-cercle. C'est-à-dire que c'est confiné entre -2 et 2, enfin en tout cas si on suit le sujet, et si vous faites un histogramme, ça décrit de plus en plus un demi-cercle. C'est un résultat qui est assez exceptionnel et qui a ouvert tout un champ d'études qui est l'étude des matrices aléatoires. C'est beau, hein? Je trouve. Mais dit comme ça a l'air compliqué. Tu trouves que ça a l'air compliqué? Alors que c'est le théorème central limite pour des matrices aléatoires, quoi. C'est-à-dire que en fait, théorème central limite te dit que plus tu vas prendre de variables aléatoires avec la même distribution, plus tu les sommes, plus tu vas converger vers une gaussienne, en gros. Quoi. Ouais. Voilà, c'est pareil, sauf que c'est avec une matrice et que tu prends la valeur propre et tu vas converger vers une autre distribution qu'une gaussienne, quoi. Ouais. Globalement, c'est pas surprenant que ça converge. Enfin, c'est pas déconnant, mais je trouve ça quand même un peu stupéfiant, quoi. De premier abord, je suis d'accord avec toi. De premier abord, moi, j'étais en mode c'est pas normal, quoi. Mais depuis que j'ai un peu mûri le truc, quoi. Ouais. Je me dis, en fait, en proba, souvent, quand tu fais tendre un espèce de truc vers beaucoup, les lois, et c'est typiquement le TCL, quoi, les lois commencent à être un peu plus... Ouais, mais rien que le TCL en soi, c'est stupéfiant par essence, quoi. Le fait que tu considères un phénomène naturel, avec une somme de plein de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, tu converges vers une courbe en forme de cloche. Ok, ça te paraît naturel, mais c'est beau, quoi. Très beau, très subtil. Mais par contre, c'est complètement naturel. Je trouve que le mot est bien choisi, c'est naturel. Enfin, d'ailleurs, c'est... Oui, quand tu regardes une planche de Galton, oui, je suis d'accord, mais... C'est ça parce que c'est les lois de la physique et de la nature, quoi. Enfin... Tout part de base d'un truc empirique, alors que là, je sais pas si ça a été observé empiriquement. Si, je crois qu'il y a un abstract niveau d'énergie des noyaux des atomes lourds, effectivement. Mais donc, en fait, une fois que tu le vois comme ça, c'est juste la nature, quoi. Ouais, tu finis... Ouais. Ce qui ne trivialise pas du tout le sujet. Elle est sympa, ta nature, en tout cas. Donc, les préliminaires, c'est pas débordant de charme, c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2, de ce que je vois. C'est joli, déjà. Hein. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de me palucher sur un delta dès le début. Non, je partage avec toi, ne nous paluchons pas. Et ensuite, partie 2, il y a des espèces de sommes de Riemann. Voilà, de toute façon, c'est classique de tous les sujets, tu établis des résultats préliminaires pour ensuite sortir des trucs costauds. Ensuite, là, on commence à voir la répartition. Typiquement, si tu mets f... fonction constante égale à 1, t'as exactement ce qu'on appelle la loi de l'arc sinus. Donc on sent qu'on se rapproche des probas quand même. Sauf que ils ont pas les densités en NP. Ils ont pas la théorie de la mesure, ils ont pas tout ça. La théorie de la mesure, je savais qu'ils avaient pas, mais ils ont pas la densité. Ils ont pas tous les résultats de densité, etc. quoi. Peut-être dans les classes étoilées, mais c'est pas explicitement au programme de NP, je crois. Ils s'occupent que du discret. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en question 2,
ils te font faire des sommes de Riemann parce que ça te permet de passer du discret au continu. Ah oui. Ça. Donc ils savent pas que l'espérance d'une fonction avec une variable aléatoire, c'est l'intégrale. Selon la densité. Je pense qu'ils ont peut-être l'intuition, tu vois, les profs de sup ou de spé, ils en parlent, ils finissent par en parler, mais c'est pas au programme, quoi. J'avoue que je ne connais pas du tout le nouveau programme de prépa. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de proba du tout. Pas du tout. Non, il y a eu une réforme entre-temps. Donc, mais je suis surpris que s'ils n'ont pas effectivement les notions de probabilité continue. Et tu vois, en fait, ils font plein de circonvolutions pour se passer du continu. Là, typiquement, ils prennent des variables aléatoires discrètes et ils servent des sommes de Riemann pour passer au continu. Ouais. Parce que la façon dont ils montrent la convergence vers la loi du demi-cercle, c'est quand même en caractérisant le fait que ça converge vers l'intégrale avec la densité du demi-cercle. Complètement, ouais, mais ils le disent jamais. Ensuite, il y a une partie algèbre linéaire avec des matrices nommées T. Alors, est-ce que c'est T pour Toplitz, vu que c'est des... Attends, fais voir. Non, ça va être T pour Chebyshev. Parce que, ouais. En fait, quand tu regardes le polynôme caractéristique, ça fait penser au polynôme de Chebyshev. C'est quoi, je vais faire comme ça, je vais rechier la tête. Ouais, après, Toplitz, c'est pas déconnant parce que c'est des matrices tridiagonales, donc c'est un cas particulier, mais... Et pourquoi pas T pour tridiagonale? Bah, tout simplement. En fait, ouais. Ah, ça, c'est vraiment la technique de la camionnette, quoi. Pour n égale 2, 3, et ensuite, on te fait faire une récurrence qui, à mon avis, fait le lien avec ça. Et tu développes selon, sûrement, première colonne, dernière ligne, j'en sais rien. Quelle est la motivation profonde de tout ça? Pour moi, la deuxième partie, c'est juste un cas spécifique avec une matrice non aléatoire, plutôt que... Enfin, à mon avis, j'ai pas l'impression que ce soit des résultats qui vont être réutilisés. Ah, tu penses pas? Même les valeurs propres? Bah, enfin là, les valeurs propres sur ta matrice aléatoire, je vois pas comment elles vont être aussi propres que 2 cosinus capi sur n+1, quoi. Par ailleurs, dans cette partie 2, la convergence des valeurs propres n'est pas vers un demi-cercle, mais elle est vers une cuvette. C'est l'inverse du demi-cercle. Oui. Ce qui est aussi joli, parce que ça veut dire que, en fait, si tu as ta matrice non aléatoire, tu converges vers une cuvette. Et quand tu passes sur la matrice aléatoire en troisième partie, là, tu converges vers un demi-cercle, donc l'inverse. Il y a un des deux cas où tu repousses les valeurs propres vers moins 1, et l'autre cas où les valeurs propres sont plutôt pas centrées sur 1, centrées vers 0, quoi. Étonnant. Oh, moi, je suis très étonné. On voit tout de suite les questions qui sont quand même plus simples à grappiller que d'autres. Typiquement, moi, quand je vois 8A, je me dis que ça va très bien, mais ça part très vite dans les tours, quoi. Alors, quelle stratégie aurait-on adopté? Quelle question on fait, quelle question on fait pas? Bah, typiquement, la 8A, là, tu peux la traiter quasiment de tête, quoi. Ouais. Elle, c'est L plus A fois l'identité. Ouais. Du coup, tu translates le spectre de A, et du coup, les valeurs propres, c'est les valeurs propres de celle-ci plus A, quoi. Ça me va, je te donne les points. Ok, ça va. Mais ensuite, c'est un peu la technique de la camionnette, parce qu'on se retrouve bloqué au fin fond de la camionnette avec des questions qui ont des indications. Ça, c'est pas bon signe. C'est gentil quand même de leur part. Ça, c'est sympa de donner des indications comme ça. Typiquement, moi, j'en aurais eu besoin sur mon sujet. Enfin, moi, j'aurais aimé que sur mon sujet de mon époque, il y aurait l'indication. Dessine la fonction. Ramenez-vous au cas les plus simples, dessinez les fonctions, des réflexes essentiels. En troisième partie, on tombe sur le théorème d'approximation de Weierstrass qu'on a évoqué plus tôt. Mais la démonstration est pas usuelle. Moi, je me rappelle quand je l'avais fait dans mes études, c'était plutôt avec les polynômes de Bernstein. Là, on estime la fonction d'Heaviside, c'est ça? Alors, je connais pas la fonction d'Heaviside. La marche, quoi. Ok. Ah. Parce qu'en fait, probablement. Ah oui, H pour Heaviside en plus. Ouais. En fait, on sait démontrer qu'on arrive à approcher uniformément une fonction continue avec Heaviside. Et donc, si on arrive à approcher Heaviside avec du polynôme, tu te ramènes à un truc. Ok. Ouais. Mais alors, quel est l'intérêt de faire cette approche plutôt que l'approche Bernstein? C'est pour éviter que ceux qui ont eu un DM sur les polynômes de Bernstein trivialisent le truc? Ouais, ils essayent peut-être de sortir un petit peu des trucs originaux. Mais... Enfin, moi, j'avais déjà vu ça aussi, approcher Heaviside avec des polynômes pour démontrer Weierstrass. C'est pas hyper original, quoi. Je pense que ça reste un exercice classique. D'ailleurs, je pense que ça, c'est des points. Troisième partie, c'est des poins gratuits. Enfin, sauf peut-être la douche. Je vois qu'il y a une indication. Ouais, je pense que c'est quand même subtil par endroit. Enfin, je sais que, étant donné ma piètre qualité d'analyste, je serais foutu là ici. Ouais, je serais clairement foutu. Hein. De toute façon, mon QI est majoré par le 19e nombre premier. Je trouve que c'est toujours quand t'arrives à comprendre ce qui se passe. Après, faut juste l'écrire. Je trouve que c'est dur quand t'arrives pas vraiment à comprendre ce qui se passe. La difficulté pour moi souvent sur quand je prends un sujet, c'est genre est-ce que j'arrive à comprendre ce qui se passe dans ce sujet ou pas. Et typiquement, c'est sûr quand t'arrives à la partie où ils te disent tu prends une matrice aléatoire de taille n et tu prends des valeurs propres, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pas d'intuition des valeurs propres d'une matrice aléatoire de taille n, quoi. Par contre, quand on me dit tu prends une marche
et t'essayes de faire des polynômes qui se rapprochent de plus en plus de la marche, tu te dis bon ouais, enfin tu vois, enfin de toute façon tu sais très bien qu'avec un polynôme, quand le degré du polynôme tend vers n, tu fais un peu ce que tu veux quoi. Enfin surtout sur un segment, quoi. Enfin sur un intervalle fini. Non, ça me paraît pas déconnant, mais encore une fois, toi t'es bien meilleur que moi en analyse. Non, je ne dirais pas ça. Bah t'es un fervent défenseur du delta epsilon déjà, à partir de là, je me dis que t'as quelques appétences pour. Et quatrième partie, c'est un peu le clou du spectacle parce que on se rapproche dangereusement du résultat. Là typiquement l'intuition. Et SF de Xn Omega, SF c'est défini en question 6. Je me rends pas compte de combien de personnes arrivent et traitent au moins partiellement la partie 4. Je sais pas quelle proportion de candidats... On fait un pari et on regardera sur le rapport du jury. On peut faire un pari. Selon moi, c'est de l'ordre de moins de 10%. Faut donner un truc à l'unité près. Je dirais 16%. 16%? Ça dépend. Après, faut définir partiellement, quoi. Oh, pour moi, genre, même en fait, je dirais le 13A, 13B, on est à plus de 20% des élèves qui ont attaqué ces questions sérieusement, quoi. Ouais, bah, je pense que 13A, c'est pas déconnant. Je pense que la 14, c'est pas déconnant. Bah, en fait, c'est du Markov. Mais typiquement, 15, 16, 17, c'est des questions qui seront abordées par peut-être 2% des candidats, tu vois. Conclure que... j'ai regardé le rapport du jury de mon épreuve de 2013. Et la dernière question a été abordée par un candidat. Ah ouais? Il y a qu'un candidat qui a marqué, je sais plus, c'est la 23, je sais pas quoi, enfin, qui a commencé la 23, quoi. Ouais. Et qui a eu 0 point parce qu'il a vraiment juste mis 23 et écrit une phrase ou deux, mais. Ok, ouais. Il a rien fait, quoi. Mais, ok. Ah, il faudrait qu'on regarde les rapports du jury de ton époque, il doit y avoir quelques perles, je pense. Ouais. Je regarderai ça après. Comparatif, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ton sujet de 2013? Pas du tout les mêmes sujets. Un qui est de l'analyse et l'autre qui est de algèbre proba. Je préfère ça. J'ai plus d'affinité pour ce nouveau sujet parce que franchement des ondelettes, même pas des ondelettes pointues quoi, des petits triangles pour utiliser une question si tu veux. Alors que là, si tu veux, genre il te tue en une partie qui est la troisième partie. Il te montre qu'avec des polynômes t'estimes Heaviside de façon uniforme et puis Heaviside avec ça t'estimes façon continue de façon uniforme. Et je comprends pas pourquoi on a un sujet entier pour montrer qu'avec des petits triangles on peut faire un truc qui est moins bien que ça. Là voilà, en fait mon sujet entier est moins bien qu'une partie de ce sujet-là. Non après notre sujet mon sujet c'était plus sur la régularité. Ce que j'aime bien dans ce sujet c'est que on est à l'ère de l'IA et de la data. On est bien placé pour en parler ici et que l'algèbre et les probas pour moi sont des sujets qui deviennent de plus en plus essentiels aujourd'hui et donc c'est bien je trouve qu'ils sélectionnent aussi des candidats qui ont des appétences et des forces sur ces sujets parce qu'on espère que tous nos futurs polytechniciens vont aller monter les futurs Anthropic, OpenAI et Mistral de demain pour que la France ne reste pas un vassal numérique des États-Unis. Et ce sujet, quand le rédacteur l'a écrit, c'est ça qu'il avait en tête. Exactement ça, au mot près. Il s'est dit, comment est-ce que le prochain Sam Altman est français? Il faut qu'il sache faire ça. Non, c'est vrai que c'est bien qu'ils remettent un petit peu les probas au goût du jour. On a vu des probas à maths D, ce qui est, je trouve, exceptionnel. Mais ouais, ils commencent vraiment à se rendre compte des problématiques actuelles. Et c'est très ancré dans l'ère actuelle. Enfin, je veux dire, si on fait des maths, c'est essentiellement pour modéliser, optimiser, prédire. Si tu contrôles des variables aléatoires, tu contrôles le monde, finalement. Enfin... Oh. C'est beau. Tes élèves sont-ils des parables aléatoires? Ouais, très chaotique d'ailleurs. Et c'est complètement imprévisible leur comportement. Je ne leur ferai pas de mal, je le jure. Ici. Bonne nouvelle, c'est que plus on aura d'élèves, plus la distribution de leurs valeurs propres sera assez clean sur un demi-cercle, tu vois. C'est quoi la valeur propre d'un élève? J'ai pas encore trouvé. Okay. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en vertu de la loi forte des grands nombres, on aura, au bout d'un moment suffisamment long, un génie absolu qui va faire de ton école le nouveau Stanford. Enfin, on espère. Parmi les élèves ou parmi les profs? Parmi les profs, ouais. Mais c'est quand même les élèves qui font qu'une école se démarque, je pense. Peut-être moins les profs, je sais pas, je m'en rends pas compte. Je sais pas. Du poids des profs par rapport à celui des élèves. Je sais pas, j'ai l'impression qu'à l'X, je connais bien les noms des anciens profs. Ouais. Enfin, après, c'était pour beaucoup des anciens élèves aussi, en fait. Ok, ouais. Je crois que c'est Chartres qui a amené le cours de distribution par que tu as adoré. Adoré. Ouais. Adoré. On peut couper les choses au montage, moi ça me dérange pas. Bah écoute, je te remercie d'être rendu disponible, c'était sympathique. Le mot de la fin, quel est le mot de la fin finalement? Faites des dessins. La plupart des sujets maths B de l'X sont triviaux si vous avez fait un dessin. Triviaux. Alors, en fait, il y a plus de sujet. Là, non, mais là, typiquement, dans ce sujet... j'ai hâte que tu me dessines une matrice symétrique suffisamment grande. Quoi. Est-ce que dans ce sujet, il y a un moment écrit le mot demi-cercle? Je ne pense pas. Jamais. Je ne pense pas. Un grand jamais. Un grand jamais. Non, mais ce qui est quand même dingue. Va faire ce sujet en essayant d'en retirer quelque chose dans ton cœur, dans ton âme, si t'as pas compris que c'était un demi-cercle. Après, quand tu vois un racine de 4 moins x carré, tu te dis qu'il y a un truc circulaire derrière. Surtout quand tu fais un changement de variable comme il y a eu à la 3B. Pas à la 3B, à la 3A. Tu peux te le dire. Mais en condition exam, c'est vrai que bon, à mon avis, ça se passe pas comme ça. Pas certainement. et donc, si tu ne te le dis pas, bah surtout que c'est la première fois que tu vois ta racine de 4 moins x, c'est quand même en dessous de la fraction. C'est donc pas un demi-cercle, c'est une cuvette. Moi, personnellement, quand je vois 1 sur racine de 4 moins x carré, je me dis, bah, oh, la belle cuvette. Non, faites des dessins, ouais. Et faites des maths, surtout. Tu dirais quoi à quelqu'un qui te dit que les maths ne servent à rien? Il y a quelqu'un en entretien qui te dit, bon, les maths, je pense que ça sert à rien. Tu l'acceptes? Non, certainement pas. Je pense que ce qui est le plus important dans les maths, c'est le calcul. Donc, avant de faire des maths, pour ceux qui ne savent pas encore calculer des fractions et des pourcentages,
Calculer des fractions et des pourcentages. Et attention, savoir calculer une fraction et un pourcentage, ça veut pas dire savoir prendre un papier, un crayon et calculer son pourcentage et tout. C'est un automatisme. Ça va être automatique. Tant que c'est pas automatique, aucune chance de faire des maths. Donc en fait, pour 95% des gens qui regardent cette vidéo, arrêtez de faire des maths, reprenez des feuilles de calcul de pourcentage et de fractions et de puissance, etc. Et bouffez-en 1000. Non, en vrai, moi, c'est ce que, enfin, je dis ça un peu sur le ton de la vanne, mais c'est ce que Madame Colette m'avait fait faire en 6e. Elle m'a fait bouffer des pages et des pages et des pages de calcul à 2 balles. Mais en fait, une fois que ça devient des automatismes, tu peux te concentrer sur l'intuition et les concepts mathématiques, etc. Parce que t'as les fondations les plus solides du monde, en fait. Bah ouais, et quand tu fais l'épreuve, t'es pas en train de te dire comment je simplifie ma fraction, comment je factorise, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, tout ça, c'est automatique et toi, tout ton esprit est concentré sur comprendre les concepts mathématiques derrière. Et c'est ce que je vois chez beaucoup d'élèves qu'on a en entretien ou dans nos élèves, c'est qu'en fait, ils maîtrisent pas le calcul suffisamment bien. Et donc, en fait, quand on leur pose une épreuve de maths, pour eux, l'épreuve, la partie sur laquelle ils se battent et ils mettent leur cerveau, c'est même pas les maths en soi, dans le sens concept, quoi. C'est le calcul. Ils sont en train de se battre déjà sur, je dois factoriser un truc, alors vas-y, comment je vais faire? Voilà. Donc, oubliez les maths, pour l'instant, et faites du calcul. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que Grégoire vous aura suffisamment diverti. Ça ne fait aucun doute. Aucun doute. C'est presque sûr. Alors, remets ça un petit coup, ça va les divertir. Hop, voilà. Putain, Diversion. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Des bisous. On vous aime fort, évidemment. Et à bientôt, on espère, pour une prochaine vidéo.